Voilà, je m'efface et laisse place au docteur Barnès. Merci à vous, docteur Barnès, d'être parmi nous. Merci Alexandre pour le service technique. Bonjour à vous tous. Nous allons aujourd'hui parler lors de cette troisième session. C'est une formation, je vous rappelle, qui est entièrement clinique et uniquement clinique. Et nous allons parler aujourd'hui des différents types de recouvrement du monde hépatite. Alors, lors des sessions précédentes, nous avons parlé de l'analyse. Après cette analyse que vous avez réalisée, je m'efface, voilà. Après l'analyse que vous avez réalisée, eh bien, grâce au sondage après l'extraction, nous avons défini la forme définitive et l'étendue du déficit osseux. Nous avons fait notre chirurgie d'accès sous la forme d'un petit lambeau, comme nous l'avons vu la dernière fois lors de la session 2, ou sans lambeau, selon le type de déficit osseux que vous avez, soit à 4 murs, soit à moins de 4 murs. Et nous avons appris à appliquer le matériau de telle sorte que, selon la loi que nous avons vue lors de la deuxième session, eh bien, le matériau doit être compact, solide, ne former qu'un seul bloc, collant à l'os. Maintenant, vous vous trouvez dans une situation où il va falloir recouvrir tout simplement ce monde hépatite. Pourquoi le recouvrir? Eh bien, parce que c'est simple. Il y a une loi que le monde hépatite, comme tout autre matériau de comblement osseux, doit être recouvert. Si vous n'arrivez pas à recouvrir le monde hépatite entièrement et qu'il vous reste 1 à 2 mm de matériau qui ne soit pas recouvert, eh bien, ça ne compromet pas le résultat. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais il faut le recouvrir. Comment le recouvrir? Quels sont les moyens que nous avons pour recouvrir ce matériau? Bien, nous avons 3 moyens. Le premier, les tissus mous. Nous allons le voir tout à l'heure. Lorsque vous avez réalisé votre lambeau, eh bien, on va utiliser ce lambeau pour recouvrir le bond d'apatite. Vous avez la possibilité d'utiliser une éponge collagène. Ce n'est pas une membrane collagène. Nous sommes bien d'accord, on n'utilise pas de membrane pour recouvrir le bond d'apatite, mais une éponge collagène. Ça n'est pas non plus une éponge hémostatique, c'est son terme, et l'éponge collagène, nous en parlerons, ou le pansement intraoral, qui s'appelle la MATBK, nous en parlerons aussi. Ce sont les 3 moyens de recouvrement du bond d'apatite. Maintenant, vous pouvez jongler et rajouter un moyen à l'autre. Par exemple, vous pouvez réaliser un recouvrement du bond d'apatite grâce au lambeau des tissus mous et mettre par-dessus un pansement intraoral. Mais vous pouvez aussi rajouter, dans le cas où vous n'arrivez pas à fermer entièrement avec votre lambeau votre bond d'apatite et le recouvrir entièrement, vous pouvez rajouter une éponge collagène. Vous pouvez mettre une éponge collagène et la protéger par un pansement intraoral. C'est interactif et nous allons le voir tout de suite. Commençons par les tissus mous. La dernière fois, nous sommes arrêtés, lors de cette animation 3D, à la pose et l'application du bond d'apatite après un lambeau. Voici comment recouvrir le bond apatite. Vous commencez par une suture de la papille mésiale. Vous passez à la distale, puis au milieu. Lorsqu'il y a nécessité, vous réaliserez les 2 points de suture de l'incision oblique que nous avons fait. Quelquefois, nous n'avons pas besoin de fermer cette incision et de la suturer. Nous allons voir ceci à l'aide d'un film. Regardez jusqu'où nous pouvons tirer notre lambeau pour recouvrir le bond d'apatite. Vous avez vu jusqu'où ces tissus mous peuvent recouvrir notre matériau. Et voici ce que vous devez faire juste après. Appuyez avec votre doigt en vestibulaire pour voir si votre bond d'apatite, si vos sutures
bouge ou pas? Nous allons essayer de revoir ceci, si vous voulez bien regarder. Nos fils ne bougent pas. Si les fils ne bougent pas, ça ne s'ouvrira jamais. Parce que vous avez fait un test en appuyant sur votre muscle pour voir si votre lambeau était lié au muscle. Et si vos fils de suture ne bougent pas, c'est un signe que votre lambeau n'est pas lié au muscle. Et s'il n'est pas lié au muscle, ça ne s'ouvrira pas. Même si la patiente parle ou même si elle mastique, ça ne s'ouvrira jamais. Dans le cas où vous avez fait votre lambeau et que vous avez fait votre test de prédictabilité en appuyant avec votre index sur le vestibule vers le bas et que vous voyez que vos fils bougent. Dans ce cas-là, eh bien, vous savez que ça risque de s'ouvrir. Il faut revoir le patient 3 jours après l'intervention. Et s'il y a nécessité, de refaire 1 ou 2 fils de suture. Nous allons le voir à l'aide d'autres cas. Voici une patiente qui est venue pour l'extraction des 2 prémolaires. Elle a fait quelques années auparavant un implant chez son praticien et elle a qu'on appelle ça une fistule, signe d'une inflammation importante. Nous avons réalisé l'extraction des dents. Le petit lambeau, comme nous avons vu hier, avec son incision qui dépasse la ligne mucogingivale de 3 mm, on voit jusqu'au fond de notre déficit osseux et nous allons appliquer notre bande apatite. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'en distal, nous n'avons pas touché la papille distale, tout simplement parce que nous avons ici un implant. Mais vous pouvez très bien, pour relâcher un petit peu votre lambeau en distal, introduire votre décolore de Molt à 45 degrés dans les tissus à appui osseux, dans les tissus mous, mais à appui osseux, pour libérer un petit peu la tension qui se trouve ici, ce qui vous permettra de fermer. Alors, regardez bien cette ouverture. Cette papille mésiale va être suturée en premier en mésial. Puis, vous tirez votre lambeau en tension et vous suturez en distal, puis au milieu. Et s'il y a nécessité, vous suturez l'incision de décharge. Le bond d'apatite vous permet de suturer en tension. Ça veut dire que votre fermeture, votre lambeau ici, va être en tension et fermé, suturé avec la partie, je ne dis pas le lambeau lingual, puisqu'il n'y a pas de lambeau, on ne décolle pas en lingual, et ça ne s'ouvrira pas. Tout simplement parce que le bond d'apatite est très apprécié par les cellules épithélio-conjonctives et très rapidement. Les cellules épithélio-conjonctives vont proliférer à la surface du matériau. Il n'y aura pas de rétraction. Donc, ça ne s'ouvrira pas. La seule possibilité d'ouverture des fils qui vont s'exprimer par l'ouverture des fils. Les fils vont s'ouvrir ou s'ils ne sont pas bien fermés, mais s'ils sont bien serrés, eh bien, il va y avoir un déchirement, quel qu'il soit, ou au niveau lingual ou au niveau vestibulaire, et ça risque de s'ouvrir. Le seul cas, c'est lorsque votre test de prédictabilité montre que votre lambeau est lié à votre muscle. Donc, revoir le patient au 3e jour. Regardez cette ouverture. Nous allons voir maintenant comment nous sommes arrivés à le fermer. Regardez. On peut fermer très, très bien une ouverture pareille, sans avoir à faire d'incision périostée. Surtout pas. Notre lambeau est un lambeau d'épaisseur totale, à appui osseux. Regardez, même en distal, nous avons réussi à fermer à recouvrir entièrement notre bande apatite. Ici, nous avons dû réaliser les sutures sur l'incision de décharge, ce qui n'est pas tout le temps obligatoire. Regardez, au bout de 3 mois, la cicatrisation formidable que nous avons eue. Et je vous rappelle qu'ici, nous n'avions plus du tout de mur osseux vestibulaire. Ça, c'est de la cicatrisation osseuse que vous connaissez, de l'os
à 90% quelques petits cristaux d'hydroxyapatite qui eux-mêmes ne resteront pas. Un autre cas, dans le cas d'une extraction d'une 36 et de la réalisation de votre incision. Alors, vous voyez bien ici, nous n'avons pas beaucoup de hauteur de gencives kératinisées, mais nous avons une couronne. Donc, notre incision ne va pas toucher notre limite cervicale, va être oblique et dépasser la ligne mucogingivale, comme nous le voyons. Et vous pouvez déjà à ce moment-là voir et tester la flexibilité de votre lambeau pour voir si vous arriverez à fermer, à recouvrir votre bande apatite. Il faut savoir qu'une incision qui dépasse de 3 mm notre ligne mucogingivale permet de recouvrir jusqu'à 6 à 8 mm de matériau, ce qui est énorme. Et si il vous manque un petit peu, il manque 1 ou 2 mm, ça n'est pas grave. Vous pouvez les laisser découverts. Mais s'il vous manque plus d'1 ou 2 mm, vous pouvez approfondir votre incision, la descendre un peu plus bas et vous aurez encore plus de laxité. Ici, on n'a pas de dents. Vous pouvez parfaitement faire une petite incision si vous le voulez. Si vous ne voulez pas faire d'incision, insérez votre décolleur de Molt, vous l'insérez ici à appui osseux et vous allez décharger toute cette partie-là pour pouvoir fermer formidablement votre lambeau. Et regardez dans cette image formidable jusqu'où nous pouvons recouvrir le bond d'apatite avec un lambeau à minima qui ne donne pas, qui ne fait pas souffrir la patiente, qui ne fait pas non plus, qui n'entraîne pas de réaction inflammatoire extérieure, ni de réaction d'hémostase, tout simplement parce que c'est un lambeau à minima. Encore une fois, on n'utilise pas de membrane, ni de brushing, ni de PRF. Regardez la cicatrisation au bout seulement d'une semaine. Je vous rappelle cette énorme béance que nous avions. Et regardez là où nous avions notre molaire, la qualité de l'os que nous avons obtenu. Dans ce cas présent, alors, c'est un cas qui, je vous le montre pour vous montrer premièrement que le facteur infectieux ne nous empêche pas du tout de mettre le bande apatite le jour même. On le sait très bien dès le moment où on nettoie parfaitement le tissu de granulation. Nous avons un caillot, il ne faut absolument pas l'aspirer. Et regardez, ici, on peut se permettre de prendre notre papille distale dans notre lambeau pour pouvoir fermer en distal plus facilement. Ici, notre incision dépassant de 3 mm la ligne mucogingivale nous permet de voir le fond de notre alvéole et nous pourrons fermer très facilement ici en mésial. Regardez un peu cette béance que nous avions et regardez jusqu'où nous pouvons fermer. Alors, dans ce cas-là, nous avons recouvert cette plaie à l'aide d'un pansement intraoral, ce que nous appelons la MAD-BK. Nous allons en parler tout à l'heure. Et regardez cette cicatrisation au bout d'une semaine. C'est vraiment formidable. Nous avions ici une béance énorme de plus de 1 cm. Alors, lorsque vous voyez ici vos fils qui sont ici du PGA rapide, polyglycolique acide rapide, vous les voyez un petit peu, nous allons dire, grossis, enflés, imbibés, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas un polyfilament. C'est un polyfilament, ce n'est pas un monofilament, pardon. Donc, ça n'est pas bactérien, c'est juste une absorption de liquide qui fait qu'il est un petit peu plus gonflé que lorsque nous l'avons mis. C'est un très bon fil de suture. La même chose pour ce cas-là, qui ressemble beaucoup au cas précédent. Regardez l'étendue de le diamètre de notre 46. Regardez un petit peu cette étendue du déficit osseux. OK ? Eh bien, grâce à ce petit lambeau qui va être fermé en tension, encore une fois, eh bien, on va pouvoir recouvrir entièrement le bond apatite. Voilà. Vous voyez jusqu'où
on peut arriver à fermer. Ici, nous avons fermé aussi en tension. S'il y a trop de sang sur le banc d'apatite, vous pouvez réappuyer avec une compresse. Et voici ce que nous pouvons recouvrir. Et même si vous avez 1 à 2 mm, mais pas plus, de matériaux qui restent découverts, ne vous inquiétez pas, ça ne s'infectera pas. Le matériau est bactériostatique, vous n'aurez pas d'infection. Et voici ce que nous avons obtenu comme cicatrisation. Très, très belle cicatrisation gingivale. Alors, vous allez me dire, oui, mais écoutez, lorsque vous tirez votre lambeau, vous déplacez votre ligne muco-gingivale en cristal et on risque d'avoir ici de la gencive non kératinisée au niveau cristal. Et lors de la réalisation d'un implant, eh bien, il vaut mieux que notre implant, que notre couronne sur implant soit entourée avec de la gencive kératinisée. Alors, vous allez voir comment on répare ça très, très simplement, sans chirurgie, un peu plus tard. Voilà ce que nous avons obtenu, un très bon résultat au niveau des tissus durs, au niveau de l'os, avec le début d'une réalisation d'une corticale vestibulaire. Cette photo-là, juste pour vous montrer encore une fois jusqu'où on peut tirer un lambeau, ce petit lambeau, jusqu'où on peut le tirer pour recouvrir notre matériau. C'est vraiment fantastique et c'est une chirurgie à minima. Donc, c'est la première façon de recouvrir notre banc d'apatite, de tirer en tension notre lambeau, de faire notre test de prévisibilité en appuyant ici avec l'index. Si vous, encore une fois, si vous remarquez que vos fils ne bougent pas, ça ne s'ouvrira jamais. Si, lorsque vous appuyez avec votre index au niveau du vestibule, les fils bougent, ça veut dire que votre lambeau est lié à votre muscle et qu'à chaque mastication ou à chaque mimique de la patiente, eh bien, elle risque de tirer ici. Donc, il faut la voir au bout du 3e jour, ici, il y a nécessité de refaire un petit point. La deuxième façon de recouvrir le banc d'apatite, c'est l'éponge collagène. Alors, nous allons le voir à l'aide d'une petite animation. On s'était arrêté donc, lors de la session précédente ici, c'est-à-dire à une alvéole à 4 murs qui a été comblée par le banc d'apatite sans réalisation de lambeaux, parce que nous avions 4 murs. Je vous rappelle le tableau de la session numéro 2. Lorsque nous avons 4 murs, nous pouvons faire un lambeau, nous pouvons ne pas faire de lambeau. Dans ce cas-là, le lambeau n'a pas été réalisé. Vous prenez une éponge collagène, vous commencez à la coudre de cette façon, en dehors de la bouche. Voilà, vous avez préparé votre éponge collagène. Puis, vous venez la poser sur le banc d'apatite et vous commencez vos sutures en X pour maintenir votre éponge collagène à son endroit. Il n'y a aucune nécessité de rentrer l'éponge collagène en dessous de la gencive. Il ne faut pas la rentrer en dessous, aucune nécessité, et vous allez le voir. Bon, ça c'est une animation 3D, mais voyons un petit peu plus sérieusement lors d'un petit film, à l'aide d'un petit film, comment on réalise. Voici une patiente à qui nous devons enlever toutes les dents présentes, vous allez comprendre, voilà, vous voyez très bien. Et nous avons réalisé déjà 3 implants pour faire tenir un bridge provisoire sur le multi-unit. On enlève donc les 2 canines, puis les 3 molaires du côté gauche. Nous avons des déficits osseux à 4 murs. Il n'est pas nécessaire de rentrer le matériau jusqu'au bout de l'alvéole. Ce n'est pas nécessaire du tout. Vu que l'embout de la seringue est plus large que l'alvéole, nous n'avons aucune nécessité. Il faut juste appuyer fermement 3 à 4 secondes et enlever le surplus. Nous allons faire la même chose sur les molaires. Vous prenez votre éponge collagène, vous commencez à la suturer en dehors de la bouche et vous la suturez au tissu environnant pour recouvrir votre banc d'apatite. Tout simplement, c'est simple.
vous faites aider par l'assistante qui doit tenir l'éponge collagène à l'aide d'une pressette. Voilà. Tout simplement. On ne cherche pas à rentrer l'éponge collagène sous les tissus mous. La même chose de l'autre côté. Voilà. Alors ça a été fait avec du polyglycolique acide. Le premier fil, c'était de la soie pour voir un petit peu les différences de cicatrisation. Lorsque vous avez du bond d'apatite qui est comme ceci, vous pouvez réappuyer avec une compresse pour le rendre dur. Il n'y a aucun souci. Voilà, la même chose ici. On se fait aider par l'assistante. Ça prend exactement 3 à 4 minutes. La même chose pour les 3 molaires qui ont été extraites. Alors, pourquoi nous n'avons pas fait de lambeau? Parce que pour tirer un lambeau au maxillaire, c'est très difficile. Nous avons une hauteur de gencive kératinisée très importante. Donc, nous avons décidé de recouvrir tout ça à l'aide d'une éponge collagène. Alors, ces éponges collagènes, vous allez le voir, il y a différentes firmes, Alexandre nous en parlera. Voici le résultat obtenu. Alors, regardez bien. Vous voyez ici, notre matériau ne rentre pas jusqu'au bout de notre alvéole. Et regardez le résultat que nous avons eu au bout de 3 mois. Cicatrisation osseuse parfaite. La même chose de l'autre côté. Regardez ce que nous avons obtenu comme régénération osseuse. Et ceci grâce au bond d'apatite et son recouvrement par l'éponge collagène. Et là, je vous demande d'être... non, on va passer, voilà. Voici la cicatrisation. Elle est revenue une semaine plus tard, nous avons enlevé le bridge. Regardez comment ça a cicatrisé. OK? Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, au bout d'une semaine, les fils, bien sûr, sont toujours présents. L'éponge collagène n'est presque plus présente. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement que votre gencive va proliférer en dessous de votre éponge collagène pour arriver à 2 semaines à ce résultat. Alors, lorsque vous voyez ça au bout d'1 semaine et demie à 2 semaines selon les patients, eh bien, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Au contraire, nous l'avons vu, on a obtenu un résultat extraordinaire ici aussi, là aussi, parce que nous avons un tissu jeune qui est venu, qui n'est pas encore kératinisé, recouvrir notre bond d'apatite. C'est un très très bon résultat au bout d'1 semaine et demie. Regardez ce résultat-là. Que s'est-il passé? On va le voir en plus gros. Ceci, au bout de 2 semaines. Vous auriez pu croire que vous avez perdu votre bond d'apatite. On a vu que le résultat n'est pas ainsi, que nous avons obtenu un résultat de comblement osseux très très bon au niveau de la canine. Seulement, notre éponge collagène, elle a dû jouer un petit peu avec son éponge collagène et elle a tout simplement perdu son éponge collagène. Regardez, nous avons au bout de 2 semaines, ici, environ 3 mm découverts de notre multi-unit. Regardez, au bout de 3 mois. La très belle cicatrisation que nous avons obtenue. Alors que nous aurions pu supposer que nous avons obtenu un échec. Pas du tout. Non seulement notre gencive, qui est venue recouvrir notre bond d'apatite, s'est kératinisée, puisque c'est une cicatrisation de type secondaire, et non pas de type primaire, mais de plus, il semblerait que notre bond d'apatite ait continué la formation osseuse jusqu'à recouvrir et repousser notre gencive pour arriver à ce résultat. Et ça, vous allez le voir plusieurs fois. Aucune inquiétude si vous avez un résultat pareil. Au contraire, là, votre bande d'apatite est entièrement protégée par un tissu de cicatrisation jeune qui va se kératiniser. Et il va continuer son travail de libération des ions calcium pour arriver à ce très bon résultat. Continuons. Voici le cas d'une prémolaire du bas. Après l'extraction, nous avons vérifié, nous avons conservé ce mur vestibulaire. On a mis le matériau.
Nous avons mis l'éponge collagène que vous voyez ici sur la gencive et non pas sous la gencive. Et ça a été suturé en X pour pouvoir lui permettre de rester à sa place. Voici les résultats obtenus. Excellent résultat. Alors, si vous voyez bien, eh bien, l'éponge collagène vous permet d'avoir un tissu gingival kératinisé après une cicatrisation secondaire. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on veut gagner de la gencive kératinisée, ça aide énormément. Regardez ce cas-là. Une femme qui est venue avec un ancien bridge. Nous avons 3 dents à enlever. Les dents ont été extraites et nous ne pouvons pas fermer ici, de par la hauteur de gencive kératinisée très importante dans le secteur postérieur. Donc, nous avons ici mis une éponge collagène qui a été suturée. À ce niveau-là, nous avons pu fermer en laissant 1 à 2 mm de matériau découvert, ce qui, comme on l'a dit, ça ne dérange pas du tout le résultat. Nous obtiendrons le même résultat. Et regardez le résultat obtenu. Seulement au bout de 3 semaines. Alors, vous voyez ici, c'est une très belle gencive kératinisée que nous avons obtenue. Regardons au niveau osseux ce que nous avons obtenu. Voilà le résultat formidable de cicatrisation du tissu osseux. La même chose maintenant pour ce jeune homme dont nous avons entrevu le début de cette opération lors de la session précédente. Eh bien, ici, vu la hauteur de notre lambeau, il a fallu descendre très très bas pour pouvoir regarder et visualiser notre déficit osseux. Eh bien, nous n'avons pas pu arriver à recouvrir entièrement le banc apatite avec le lambeau. Nous avons mis le matériau, nous avons suturé, mais il nous restait 4 à 5 mm ouverts. Pour pouvoir recouvrir, il aurait fallu faire une dissection partielle. Mais il ne faut pas faire de dissection partielle. Au contraire, si vous faites une dissection partielle, vous allez réouvrir votre lambeau. Là, mon lambeau ne s'ouvrira jamais. Seulement, il me reste ici 4 à 5 mm de matériau découvert. Eh bien, je peux m'aider avec une éponge collagène. Vous suturez une éponge collagène, bien sûr, faites attention lorsque vous la cousez de ne pas briser notre matériau en dessous. Il faut le faire d'une manière assez sensible comme ça pour pouvoir la suturer, cette éponge collagène, et regarder seulement au bout d'une semaine, et regardez le résultat extraordinaire obtenu. Et là, nous avons de la gencive kératinisée. Je vous rappelle que nous n'avions pas du tout de mur vestibulaire dans ce cas-là. Alors, la troisième possibilité, après les tissus mous, mais après aussi l'éponge collagène, c'est d'utiliser le pansement intraoral. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pansement intraoral? C'est tout simplement un polymère d'une cellulose d'hydroxyéthyle. Voilà sa formule chimique, une cellulose d'hydroxyéthyle. Et on va voir comment ça se met à l'aide d'un petit film. Alors, extraction de notre molaire. OK. Une molaire qui est très importante, avec de grosses racines. Voilà, on attend que ça saigne un petit peu. On a utilisé pour savoir, pour mesurer notre futur recouvrement à l'aide de notre pansement intraoral, on a utilisé le papier stérile du fil de suture. Ça, vous le ferez 1 ou 2 fois et puis après, vous le ferez à vue d'œil. Ça peut vous aider pour la première ou la deuxième fois. Voilà, on l'essaye. On voit que ce patron correspond au recouvrement de notre futur bon apatite. On active la seringue comme vous l'avez vu précédemment. Ça a saigné, c'est bon. On met notre produit, on appuie 3 à 4 secondes avec notre doigt, puis avec notre décolleur périosté. Voilà.
On enlève les surplus. Ça va vite, ça doit être fait rapidement. On peut remettre une autre couche si on veut, s'il y a nécessité. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de surplus, mais on peut enlever ce qu'on veut enlever. Voilà, sans briser l'aspect compact. Et voici notre pansement intraoral. Alors, dans ce cas-là, pour vous montrer, nous avons fait un patron, on l'a essayé, c'est la dimension que nous voulons. On coupe notre pansement intraoral, qui a deux fonctions, ce pansement intraoral, il faut le savoir. Il y a deux propriétés. Première propriété, c'est qu'il colle. Voilà, il a une face collante. On le met. On a nettoyé avant la gencive. Vous nettoyez la gencive de tous les débris afin qu'il colle bien. Voilà. Maintenant, il va falloir le suturer. Eh bien, on ne suture pas le pansement intraoral. On suture en dessous. On fait passer l'aiguille de telle manière que le fil passe en dessous, en vestibulaire et aussi en lingual dans ce cas-là. Et on passe le fil de suture au-dessus du pansement intraoral. Voilà. Alors, pourquoi faire? Ce pansement intraoral, voici la cicatrisation seulement au bout d'une semaine. C'est extraordinaire. Extraordinaire. J'ai découvert ce produit et je l'ai beaucoup aimé parce que nous étions ouverts. Tout ceci était ouvert, je vous le rappelle, seulement au bout d'une semaine par la protection de cette petite cellulose. Eh bien, nous avons déjà en transparence gagné tout ça de gencives kératinisées. C'est vraiment formidable. Alors, le pansement intraoral, il paraît au bout d'une semaine plus fin et d'une couleur un peu blanchâtre. Comme je vous disais, il a deux propriétés. La première, c'est qu'il colle. Alors, il colle à quoi? Il colle à la gencive. Sur une gencive qui est propre. S'il y a un peu de sang, ça n'est pas grave, mais s'il y a des débris du bond d'apatite, passez une compresse un peu humide et nettoyez la gencive avant de le coller afin qu'il colle mieux. Et il a une deuxième propriété, c'est qu'il est résorbable. En combien de temps est-il résorbable? Alors, vous savez que si on utilise une éponge collagène, c'est parce que son temps de résorption est entre 10 et 14 jours. Et on a besoin de ces 10 à 14 jours. Et en ce qui concerne le pansement intraoral, sa résorption est à environ une dizaine de jours à 14 jours aussi, selon les patients. Alors, quels patients? Eh bien, ça peut être des patients avec une activité salivaire importante, des patients qui vont toucher le pansement, des patients qui ont une salive acide. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont changer et qui vont déterminer la longueur et la durée de résorption de ce pansement intraoral. Voici donc une prémolaire à extraire. Voilà, regardez bien. Vous avez vu cette prémolaire? Alors, bien sûr qu'il faut vraiment combler dans un cas pareil si on veut mettre un implant. C'est infecté, il y a une communication, ça n'est pas grave tout ça. Nous avons gardé notre mur osseux, après sondage, on peut se permettre de ne pas faire de lambeaux. Il y a intérêt à ne pas faire de lambeaux. Regardez-moi la hauteur de gencive kératinisée qu'a ce patient. Il aurait fallu faire une incision de décharge extrêmement haute pour pouvoir tirer un tout petit peu. Donc, aucune nécessité ici de faire un lambeau. On met le bond d'apatite. On met notre pansement intraoral en l'ayant découpé précédemment. On le sépare, le pansement intraoral, de son plastique support et on le colle, tout simplement. Et ça colle. Maintenant, il va falloir le faire tenir à sa place pendant plusieurs jours. Et ça, c'est grâce à la suture. Je vous rappelle que ce pansement intraoral peut servir aussi à d'autres choses. Ça peut vous servir à protéger des aftes. Ça peut vous servir à protéger des blessures qui viennent de bagues orthodontiques. Ça peut vous servir à protéger un secteur de prélèvement de gencives lors d'une greffe gingivale. Ça marche excessivement bien et ça aide énormément contre les douleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi au maxillaire? On passe notre aiguille de vestibulaire de mésial en distal, vous voyez, au-dessus du pansement intraoral. On fait passer le fil en palatin
Et on fait la même chose en palatin, de mésial en distal. Donc retenez bien, vous commencez en mésial, en vestibulaire, vous finissez en distal, vous passez votre fil en croix et vous refaites la même chose de mésial en distal. Et vous fermez. S'il y a nécessité de rajouter un point ici, lorsque vous avez une molaire par exemple, rajoutez, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'il faut suturer le pansement intraoral? Non, c'est-à-dire ne rentrez pas l'aiguille à l'intérieur. On peut le faire, mais le pansement se déchire. Donc, il n'y a pas grand intérêt de le suturer lui-même. Il faut juste appliquer les fils sur le pansement intraoral. Voici le résultat seulement au bout d'une semaine. Regardez un peu, et quand on voit un résultat pareil, bon, on sait très bien ce qu'on va recevoir, ce qu'on va obtenir dans 3 mois. Ça, ce cas a été fait juste avant le confinement. Voici le cas d'une extraction d'une molaire du haut. Alors, une molaire du haut avec une infection, ça n'a pas grande importance. Regardez l'étendue de ce que nous avons comme alvéole. On met notre bande apatite, bien sûr, on va retirer tout ça. Et on met le pansement intraoral sur le bande apatite qu'on va suturer. Voici les sutures. Voici le résultat au bout d'une semaine. Un très bon résultat. Au bout de 2 semaines, regardez un peu comme la gencive est venue. Déjà, nous avions une ouverture qui était là, je vous rappelle, ici et là. Nous avons gagné peut-être déjà 4 à 5 mm de gencive kératinisée. C'est extraordinaire. Et ça va se fermer, tout simplement. Parce que nous avons déjà en dessous un tissu de cicatrisation jeune qui va se kératiniser. Voici le résultat lors de la mise des implants. Alors ça, c'est le cas d'un patient qui casse ses propres dents saines. Oui, c'est la deuxième qu'il casse comme ça. Eh bien, lors de l'extraction de cette prémolaire, la même chose, on met le bande apatite, on donne une forme à notre pansement intraoral et on le colle. Là, on a été obligé, parce que je n'ai pas assez coupé, il aurait fallu couper un petit peu plus ici pour faire partir nos sutures uniquement sur la gencive. Alors, nous avons suturé aussi le pansement lui-même. Et voici seulement, au bout de 3 semaines, ce que nous avons obtenu. Regardez cette cicatrisation. Tout ça, c'est la gencive kératinisée qui vient d'une cicatrisation secondaire. Un très, très beau résultat. Alors, dans cette prémolaire ici, eh bien, c'est la même chose. On a bien nettoyé. On a mis notre bande apatite tout simplement. On a suturé avec une autre forme notre pansement intraoral, notre Madbeka. Voilà. Regardez au bout d'une semaine. Tout ça, c'était ouvert. Regardez le gain de gencive kératinisée que nous avons eu. Cette petite ouverture n'est pas grave, encore une fois. Sous cette ouverture, nous avons du tissu jeune, tissu kératinisé, pas encore kératinisé, du tissu de cicatrisation jeune. Et voici, au bout de 3 mois, tout ça, c'est déjà kératinisé, ça va nous aider pour notre future prothèse implantaire. Regardez le résultat et la qualité de l'os que nous avons obtenu. Maintenant, lors de cette prémolaire, je vais vous montrer un cas qu'on a déjà vu, mais pour vous montrer un petit peu ce que nous pouvons obtenir. Cet homme-là, c'est un gros fumeur. Voilà, on a extrait sa prémolaire. Bien sûr, on a mis ce pansement intraoral collé sur la gencive puisqu'il colle, on recommence. On va suturer ici, en croix, en X, voilà. Avec là, c'est un monofilament. Hein, on avait parlé de ces fils-là, mais le docteur Stéphane Berg reviendra sur le monofilament. Et regardez, à cause de sa fumée, ce que nous avons obtenu au bout d'une semaine et demie. Alors, vous pourrez me dire, écoutez, mais c'est pas très bon, c'est un échec. Non, 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 c'est pas du tout un échec. Ça ressemble beaucoup à ce que nous avons eu avec l'éponge collagène. Ça veut dire tout simplement un tissu jeune qui est venu déjà recouvrir notre bande apatite, donc il est protégé, on n'a aucun souci. Et après, le bande apatite va continuer à faire son travail pour remplir cet espace avec de l'os. Et regardez ce que nous avons eu comme résultat au bout de 3 mois. C'est extraordinaire. Voici le résultat de cicatrisation osseuse. Alors, la précaution avec ce pansement intraoral aura aide. La précaution, c'est de dire aux patients de ne pas jouer avec la langue. La même chose avec
l'éponge collagène. Il ne faut pas jouer avec la langue sur une éponge collagène. Il faut la laisser en place et elle partira d'elle-même. La même chose avec le pansement intraoral. Voici le dernier cas d'une prémolaire dont nous avons recouvert le bon apatite grâce à ce pansement intraoral. La même chose, regardez cette cicatrisation, qui est en fin de compte une très belle cicatrisation, puisque nous avons obtenu ceci, et sans aucune perte de volume osseux, récupérer complètement notre déficit osseux. Je vous rappelle qu'il y avait une prémolaire dont les racines arrivaient jusqu'au sinus. Voilà le résultat obtenu, très très bon résultat obtenu dans la cicatrisation des tissus durs, mais aussi dans la cicatrisation des tissus mous. Cet homme-là est venu aussi pour l'extraction de sa prémolaire. Regardez un petit peu pour que vous ayez l'habitude de voir et d'analyser cette cicatrisation obtenue. Pose du bon apatite, on met le pansement intraoral, on suture au-dessus en X, et au bout d'une semaine, voilà ce que nous avons. C'est extraordinaire. On est passé de là à là. Regardez ça. Et le pansement intraoral aide beaucoup pour potentialiser la cicatrisation des tissus mous. Voilà les résultats obtenus. Très, très bonne cicatrisation osseuse et la pose de 2 implants. Alors, en conclusion d'aujourd'hui, il faut bien voir les choses. Dans ce tableau, eh bien, nous avons les différents types de recouvrement du bon d'apatite. Et nous avons on va dire, les avantages de chacun. Au niveau de la cicatrisation, le lambeau, c'est une cicatrisation de type primaire, parce que vos deux parties du lambeau sont proches l'une de l'autre. Donc, nous avons une cicatrisation de type primaire. Alors qu'avec l'éponge et avec la Madt-Beka, nous avons un type de cicatrisation secondaire, puisque les 2 berges du lambeau sont à distance, quelquefois jusqu'à 1 cm l'une de l'autre. Ici, ça cicatrise plus rapidement que là. Mais d'un autre côté, lorsque nous faisons notre lambeau, nous déplaçons en crestal notre ligne mucogingivale. Nous réparerons ça, nous le verrons plus tard, très facilement lors de la pose de la bague de cicatrisation sur notre implant. Tandis qu'avec l'éponge collagène et avec la Madt-Beka, le pansement intraoral, nous avons une gencive kératinisée qui vient recouvrir notre site. Et ça, c'est très important. Alors, lambeau, nous avons une chirurgie, alors qu'avec l'éponge et la Madt-Beka, nous n'avons pas de chirurgie. Mais je vous rappelle que l'éponge et la Madt-Beka ne sont préconisables uniquement que lorsque vous avez des déficits osseux à 4 murs osseux restants. Sinon, il faut ouvrir à l'aide d'un lambeau. Au niveau économique, le lambeau, bien, ça coûte tout simplement une lame de bistouri et des fils de suture. Là, vous avez à rajouter le prix d'une éponge collagène qui n'est pas excessif, ça ne doit pas dépasser 8 à 10 euros, je pense. Ou sinon, le pansement intraoral qui, lui, ne doit pas dépasser 4 ou 5 euros, je ne sais pas combien, Alexandre, les factures, mais ça ne va pas chercher très loin. Donc, si vous avez ce tableau en tête, vous savez pertinemment comment recouvrir votre bon d'apatite. Et encore une fois, vous pouvez joindre l'éponge collagène au lambeau pour compléter sa fermeture. Mais vous pouvez aussi mettre sur une éponge collagène une Madt-Beka, un pansement intraoral comme nous l'avons vu. Vous pouvez mettre sur un lambeau un pansement intraoral. Si la personne fume, par exemple, et vous voulez protéger votre lambeau, bien qu'il soit bien fermé, mettez un pansement intraoral. Ça aide énormément. Ou si votre éponge collagène, vous avez peur que votre patient vienne jouer avec s'il n'est pas protégé par un bridge provisoire, par exemple, eh bien, mettez une Madt-Beka dessus. Voilà, la prochaine session se passera, merci de votre écoute, premièrement, et la troisième session se passera, c'est la 4e, pardon, se passera dimanche. Nous parlerons des zones esthétiques. Après cette session
sur les zones esthétiques et les résultats à long terme. Alors, nous parlerons beaucoup comment réussir dans une zone esthétique. Comment faire pour garder une papille? Excuse-moi, mais je crois que la session 4, c'est jeudi, c'est pas dimanche. Oui, mais on la reporte à dimanche. Je m'excuse, je ne pourrai pas jeudi la faire, mais dimanche à la même heure, à 14h30, nous ferons cette session sur les zones esthétiques. C'est une session qui est très, très intéressante, où vous verrez comment garder une ligne du sourire dans des cas qui sont des cas extrêmes, avec une perte osseuse énorme, et arriver à des résultats fantastiques à moindre prix, à moindre chirurgie, alors qu'aujourd'hui, on nous propose des chirurgies beaucoup plus invasives, beaucoup plus douloureuses pour notre patiente et beaucoup plus chères et beaucoup plus difficiles à réaliser pour les praticiens. Après les secteurs esthétiques, nous passerons aux chirurgies d'augmentation latérale de crête à la mandibule et au maxillaire. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, Alors, à y répondre. on va démarrer par une série de questions. Quand il y a communication bucco-sinusienne, jusqu'où placez-vous le bon d'apatite? Et s'il passe dans le sinus, quel est le risque? Écoutez, je vais peut-être laisser cette question à mon ami et mon confrère docteur Stéphane Berg, qui nous fera une session sur les sinus avec communication bucco-sinusienne, comment réagit le bon d'apatite, comment protéger les sinus. Il va nous faire un exposé que j'ai moi-même vu lors d'une conférence internationale à Tel Aviv, une conférence vraiment très, très Il est réussie. parmi nous, hein. Stéphane est parmi nous, il peut y répondre s'il le désire en activant son micro. Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord. Oui, Bonjour Stéphane. Bonjour, vous m'entendez? Oui, On t'entend très bien. Okay. On peut le voir? Sinon, on peut le voir. Je vais essayer, s'il veut être vu d'abord. Oui, non, il n'y a pas de problème. Non, on ne peut pas le pour voir. répondre, c'est pas grave, je peux y répondre rapidement comme ça. L'ogma bondapatite a tout à fait sa place dans le traitement des sinus. À plusieurs niveaux. Au niveau de la reconstruction du plancher du sinus, au niveau de l'augmentation du volume osseux par voie crestale, soulevé de sinus vertical ou soulevé de sinus crestal, et au niveau de l'augmentation du volume osseux par voie latérale, sinus lift par rapport latéral. L'ogma bondapatite est très intéressant, mais il ne s'utilise pas dans les mêmes, le protocole est différent en ce qui concerne la manipulation au niveau du sinus. Et c'est un apport indéniable par rapport aux matériaux que l'on connaissait jusqu'à présent, mais avec un protocole peut-être un peu particulier. Alors, j'aurai effectivement le plaisir de faire une... On va y venir, Stéphane. On va essayer d'organiser une conférence si tu veux, jeudi, puisque David ne peut pas. Si tu veux prendre la place de jeudi, le webinaire est programmé. On peut voir ça et le programmer. On va en rediscuter. Je vais continuer sur les questions. Merci Stéphane. Merci beaucoup à toi, Stéphane. Quelle surface maximale peut-on recouvrir avec la mat BK et avec cette technique, nombre et type de dents? Alors écoutez, ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'est une bonne question. Je me suis limité aujourd'hui à vous montrer des cas de molaires très importants qui ont jusqu'à 1 cm de diamètre. Donc, nous sommes arrivés à 1 cm de bond d'apatite à recouvrir. Et pourtant, nous avons vu aussi bien au maxillaire qu'à la mandibule que nous sommes arrivés à recouvrir, grâce à cette mat BK, à ce pansement intraoral, c'est 1 cm. Maintenant, lorsqu'on fait 7 ou 8 extractions au maxillaire, par exemple, et qu'on veut mettre une mat BK, il faut être sûr que cette mat BK ne va pas bouger. Et ça, c'est très important. Donc, bien la suturer, hein, Alexandre, bien la suturer, et aussi vérifier le patient. Alors, si vous avez 5 ou 6 extractions à faire et vous avez une overdenture, c'est-à-dire tout simplement une prothèse amovible dessus, sachez que ça risque de compromettre les résultats. Donc, je n'ai pas de souci quant à sa possibilité, sa capacité de résoudre ce problème sur 4 ou 5 dents, mais il y a des prescriptions à garder.
pour qu'elle ne bouge pas. Faut-il sécher, retirer la salive, le sang, la gencive avant de coller la Madt-Beka? Ah, alors, écoutez, en ce qui concerne la Madt-Beka, le producteur dit qu'il faut que la gencive soit un peu humide. Et c'est vrai. Lorsque la gencive est un peu humide, l'autocollant marche mieux. Mais par contre, elle doit être propre. Donc, il faut passer une petite gaze légèrement humide pour nettoyer la gencive là où on veut coller un Madt-Beka et la coller tout simplement. Maintenant, il existe des salives, et ça je l'ai vérifié plusieurs fois, qui sont des salives qui sont visqueuses. Et il faut vraiment là nettoyer complètement la gencive de ces salives visqueuses parce que ça ne colle pas. Hein, ça, c'est très important. Tout le monde n'a pas une salive visqueuse, mais lorsque ça arrive, alors il faut la nettoyer parce que ça empêche le collage. Oui, j'écoute. En cas de tension au niveau du lambeau, pourquoi en réintervenir 3 jours après et pas le jour même en refaisant des sutures? Ah, parce que ça ne suffit pas. En un jour, elle n'a pas eu assez de temps pour réouvrir un petit peu le lambeau. Laissez-lui le temps de faire une toute petite ouverture. En un jour, il est possible qu'elle n'ait rien réouvert, alors vous le dites, bah, écoutez, revenez dans une semaine ou 2 semaines. Non, 3 jours, c'est le moment où il faut la voir parce qu'elle aura eu le temps de mâcher, de mastiquer, de faire des mimiques, et là, elle va réouvrir un petit peu le lambeau, mais pas suffisamment pour nous faire perdre le matériau, pas du tout. Il suffit de faire 2 points de suture et tout est gagné. Ok, alors pourquoi faire des tensions au niveau de la suture? Ah. Alors écoutez, pour ça, il faut bien comprendre. Il y a la technique de faire des sutures sans tension. C'est une technique qui est préconisée pour tous les autres matériaux au monde. Pourquoi? C'est simple, les choses s'expliquent. Aucun matériau au monde et aucune euh, membrane n'est accepté par les tissus épithéliaux-conjonctifs. Donc, qu'est-ce que va faire la gencive? Elle va chercher à fuir au début de la cicatrisation la membrane ou le matériau. Elle va chercher à le fuir. Donc, elle va chercher à ouvrir notre lambeau. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les techniques traditionnelles? On fait une incision périostée et on découpe notre lambeau en épaisseur partielle pour tout simplement faire du lâche et que lorsque ça va tirer, ça ne va pas tirer sur notre lambeau, mais ça va tirer en bas et ça ne va pas s'ouvrir. Ça ne va pas s'ouvrir. Seulement, avec le bond apatite, nous ne sommes pas du tout dans la même perspective. Le bond apatite est excessivement apprécié par les tissus épithéliaux-conjonctifs. Donc, surtout, ne pas faire d'incision partielle et surtout, ne pas faire d'incision périostée. On ferme en tension, la cicatrisation ne s'exprimera pas par une rétraction, mais tout simplement par un rapprochement des berges du lambeau. Et ça, c'est grâce au sulfate de calcium. Peut-on faire une PRF au lieu d'utiliser les membranes ou les éponges? Les éponges, excuse-moi. Les éponges. Non, on ne peut pas mettre de PRF à la place de mettre une éponge. Parce que la PRF, elle demande aussi une chirurgie invasive. Et au contraire, nous voulons profiter des qualités biomécaniques du bond apatite pour faire des chirurgies à minima. Donc, si je mettais une PRF, elle ne va pas tenir, tout simplement. Même si elle part au bout de quelques jours et elle n'est pas suffisamment présente, pas suffisamment longtemps présente sur mon site. Donc, je n'ai pas besoin de PRF et il ne faut pas que je mette de PRF. Alors, on me pose aussi la question, l'ORAED est-il utile au palais et pour les prélèvements pour GGL? Absolument, absolument. C'est un matériau formidable. En ce temps-là, je me souviens, il y a une trentaine d'années, on préconisait de suturer la feuille d'aluminium de nos radios pour protéger cet endroit de prélèvement. Ou alors, on essayait de faire tenir plus ou moins bien du Coepac ou une espèce de colle, de biocolle. Maintenant, avec cette technique, je l'ai fait plusieurs fois, c'est extraordinaire. Aucune douleur au niveau de l'endroit du prélèvement du greffon gingival grâce à la Madt-Beka. Ça aide énormément. Est-ce qu'il est grave de traverser le matériau avec l'aiguille de suture? Ah, très bien. Alors, ça n'est pas grave. Imaginons
que nous le fassions, bien, vous reprenez une compresse et même au-dessus du lambeau, vous appuyez encore une fois avec une compresse et vous allez recompacter votre bande apatite. Il faut essayer d'éviter de le faire, mais si c'est fait, ce n'est pas grave. Réappuyez avec votre compresse. La mat BK peut être associée à une membrane de collagène, mais je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Déjà, une membrane ne s'utilise pas. Voilà, pas une membrane, mais une éponge. On peut, et alors on l'a montré, et c'est ce que je faisais au début. Je mettais une éponge, et après je me suis dit, tiens, je vais mettre une membrane, je vais mettre une mat BK sur l'éponge. Mais après, je me suis aperçu que je n'ai pas besoin de l'éponge. Je vais mettre mon pansement intraoral, ma mat BK directement sur le matériau, et vous avez vu le résultat extraordinaire que nous avons obtenu. On nous pose la question, est-ce qu'on fait une suture avant la mise en place et après on applique la mat BK et dans un deuxième temps on resuture, ou tu préconises autrement? Très bien, très bien. Au début, c'est ce que je faisais. Je faisais une suture parce que je n'avais pas confiance. Il a bien fallu il a bien fallu la tester. Nous sommes les premiers au monde à avoir testé cette mat BK sur le monde apatite. Donc, au début, eh bien, je faisais des sutures de mon site. Même si j'avais encore quelques millimètres de bande apatite découvert, eh bien, je mettais ma mat BK. Mais après, vous avez vu tout ce que vous avez vu comme opération aujourd'hui, c'est sans suture. Maintenant, on va quand même un peu préciser. Si vous avez fait une extraction et que vous avez 4 murs osseux, mais que vous avez quand même décollé un petit peu votre gencive, alors faites de petits points de suture, puis après mettez votre mat BK. Mais si vous n'avez pas du tout décollé votre gencive, mettez votre mat BK directement. Vous n'avez pas besoin de suture. Dans quel cas privilégiez-vous de mettre en place une éponge de collagène plutôt qu'un pansement intraoral? Ah, très très bien. Écoutez, on va en parler de ça dans les secteurs esthétiques. La prochaine fois, nous avons une séance vraiment très très intéressante sur les secteurs esthétiques avec des déficits osseux énormes dans les secteurs maxillaires antérieurs. Et vous allez voir l'avantage énorme de l'application de l'éponge. Et il est arrivé. Demande qu'est-ce que tu préfères, l'éponge ou la mat BK? Eh bien, je réponds. C'est qu'il n'y a pas de préférence spécialement, mais il y a des intentions. Lorsque j'ai besoin de gencives kératinisées et que j'ai besoin de faire un petit bouchon, et nous allons le voir dans le secteur esthétique, alors j'utiliserai l'éponge. Quelle éponge tu utilises? Il te demande quelle éponge tu utilises. Alors, écoutez, je vais parler pour la France, parce que ça n'a pas grande importance que j'utilise moi ici, si vous ne pouvez pas les utiliser en France. Écoutez, en France, vous avez avant que Alexandre nous trouve une très bonne éponge collagène, vous avez entre-temps la société Botis et la société Zimmer qui vend des éponges collagènes. N'achetez pas de membrane collagène. Vraiment, je précise, ne vous trompez pas. L'éponge collagène ne doit pas dépasser 8 à 10 euros. Hein, il y a aussi également, je crois, le Pangène aussi qui existe. Alors, le Pangène, écoutez, je ne veux pas trop me prononcer parce que j'ai eu des avis différents quant à son temps de résorption. Et lorsque nous avons appelé la boîte, la maison mère ensemble, Alexandre, eh bien, on n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse. On a demandé combien de temps faut-il au Pangène pour se résorber. Nous n'avons pas eu de réponse, tout simplement. Moi, j'ai besoin que cette éponge collagène soit là entre 7 et 10 jours. Si elle est là 14 jours, quand bien que mal. Mais il me faut qu'elle soit là-bas minimum de 7 à 10 jours. Obtient-on des résultats différents du type de fil de suture utilisé pour stabiliser l'éponge ou la mat BK? Les résultats différents concernant le polyglycolique acide, le PGA rapide ou le monofast, qui est un monofilament, c'est pareil. Par contre, je n'en dirais pas de même pour la soie. Non, on n'a pas exactement les mêmes résultats parce que la soie attire une agrégation bactérienne qui, des fois, nous embête un petit peu. Ce qui n'est pas le cas avec le monofilament et non plus avec le polyglycolique acide. Est-ce que faire ce type de greffe chez un fumeur ne pose pas de problème? Alors, quelles recommandations post-opératoires chez le fumeur? Super. Alors, le fumeur, lui, il ne nous empêche pas de mettre du bond d'apatite. Il va seulement nous embêter dans la cicatrisation des tissus mous avec sa fumée. Donc, protégez chez un fumeur votre greffon et même votre lambeau avec une mat BK. Ça aide énormément. Donc, mettez chez les fumeurs, c'est ce que je fais maintenant d'une manière catégorique,
je mets à chaque fois une Madbeka et je couds une Madbeka chez les fumeurs. Maintenant, s'il se met à jouer avec la langue, eh bien, vous fera sauter votre Madbeka. Alors, il faut bien lui expliquer, écoutez, fumez moins, d'accord, et ne jouez pas avec la langue, avec cette Madbeka, laissez-la à sa place. Au moins le temps de 2 semaines, parce que chez eux, ça cicatrise beaucoup moins rapidement. Peut-on, alors on me dit donc utiliser que des fils résorbables pour l'interrogation. Oui, oui, bien sûr, des fils résorbables, mais à moyen terme, hein, pas de catgut. Le catgut est résorbable trop rapidement. Donc, du monofilament ou du polyglycolique acide, ça aide énormément. Imaginez que vous ayez un bridge et que vous fassiez une greffe sous un bridge, vous voyez retirer le bridge à chaque fois pour retirer les fils de suture. Non. Alors, utilisez des résorbables à moyen terme, 14 jours ou 21 jours pour le polyglycolique acide ou pour le monofaste, et vous avez tout gagné. Ok. Est-ce que… alors, attendez, excusez-moi, j'ai perdu le fil puisqu'on me pose des questions sur le fil de conversation et en même temps sur les QR. Donc, utiliser QR pour les questions. Comment revoir l'enregistrement de cette conférence? Normalement, il sera disponible sur ogma.fr d'ici quelques jours, le temps qu'on fasse le montage. Après, alors, peut-on, dans un premier temps, faire des sutures primaires avec le lambeau? Et si le lambeau, le bond d'apatite n'est pas suffisamment recouvert, rajouter par-dessus des sutures un pansement oral et resuturer par-dessus? Oui, oui, absolument. Mais là, j'aurais mis plus une éponge collagène qu'un pansement intraoral. Parce que, vous l'avez vu, j'ai montré un cas d'une prémolaire du bas comme ça. On n'a pas réussi à refermer entièrement, recouvrir entièrement le bond d'apatite à l'aide de la fermeture du lambeau. Eh bien, on coud, et nous le verrons aussi lors de la prochaine session en esthétique, on coud une éponge collagène. Et vous pouvez mettre au-dessus de l'éponge collagène un pansement intraoral. Absolument.